Alors que tout le monde s'entend pour dire à quel point c'est essentiel d'innover, de développer des pratiques et une culture d'innovation, comment se fait-il que si peu d'organisations réussissent à faire les virages? Eh bien, innover, ce n'est pas un problème compliqué, c'est un problème complexe. Dans un problème compliqué, le nombre de chemins qu'on peut prendre pour trouver une solution est relativement limité. Pensez à un avion, par exemple. Sa construction comprend des milliers de pièces et des centaines de compétences différentes. Mais si nous avions les bons talents autour de la table, les bons ingénieurs, et nous suivons un plan bien précis, nous arriverons à le construire. En d'autres mots, c'est une approche qui est prédictible et contrôlable. Ceci est l'illustration parfaite d'un problème compliqué. Tandis qu'un plat de spaghettis, par exemple, en y plantant sa fourchette, il est extrêmement difficile de prévoir combien de pâtes on va attraper et quelle va être la forme de celles-ci qui resteront dans l'assiette. En d'autres mots, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets. Le monde du complexe est par essence même fait d'incertitudes et de contradictions et donc difficilement prédictible et tout à fait rempli d'incertitudes. C'est ce qu'on appelle un problème complexe. Eh bien, rendre une organisation innovante, particulièrement lorsqu'elle atteint une bonne taille, c'est un problème de nature complexe. La réalité est qu'aujourd'hui, nous en savons très peu sur les meilleures approches. Il y a des pistes et des avancées, certes, mais personne ne détient une approche infaillible. Il y a deux grandes catégories de facteurs, ceux qui touchent l'individu et ceux qui touchent l'environnement dans lequel ces derniers se retrouvent. Pour les expliquer, nous allons utiliser les modèles de la professeure Tina Seelig de l'Université Stanford, The Innovation Engine ou l'engin d'innovation en français. Au niveau de l'individu, une des matières premières, ce sont les connaissances qu'il détient ou qu'il peut aller chercher. Si j'ai zéro connaissance dans l'espace, eh bien, ce sera très difficile de développer un nouveau satellite innovant. La bonne nouvelle est que les connaissances sont de plus en plus accessibles par tous. À une certaine époque, les savoirs étaient détenus par une petite partie des gens, mais aujourd'hui, il est démocratisé, c'est-à-dire qu'il peut rejoindre des milliards de personnes. Le deuxième facteur au niveau de l'individu, c'est son imagination. C'est-à-dire comment la personne peut prendre des connaissances existantes et les transformer en quelque chose de nouveau, les catalyser. Mais ce n'est pas suffisant. Les chemins de l'innovation étant si difficiles, il y a un troisième facteur qui est probablement le plus important. Je parle ici de son attitude ou bien la posture face à l'innovation ou mindset en anglais. Devant tous les défis que cette personne va rencontrer, elle devra faire preuve de courage, d'audace, de résilience, comme on dit, pour continuer malgré toutes les portes et fenêtres qui risquent de se fermer. Donc, je récapitule. Il existe trois facteurs propres à l'individu. Les connaissances qu'il détient ou qu'il est capable d'aller chercher, son imagination pour les catalyser dans des connaissances nouvelles, connecting the dots, comme on dit en anglais, et finalement son attitude face aux intempéries qu'elle va rencontrer en chemin, notamment lors du passage de l'idée à l'implantation de cette dernière, passage qu'on appelle dans le jargon de l'innovation la vallée de la mort. Mais personne n'est capable d'innover toute seule dans son coin. Voilà un autre mythe d'innovation. Il y a aussi des facteurs externes qui rentrent en ligne de compte. Comme par exemple, quelles sont les ressources que l'organisation met à la disposition de l'employé? Un laboratoire d'innovation, des formations, des conférences, des données, un réseau de champions par exemple. Ensuite, il faut que l'environnement physique soit lui-même inspirant. Travaille-t-on tout le monde derrière un cubicule sans croiser personne de la journée? Tout est des couleurs beiges? Ou bien il y a des couleurs, il y a des endroits pour croiser d'autres personnes et provoquer ce qu'on appelle des collisions créatives. Y a-t-il des plantes? Est-ce qu'il y a de la verdure? Ou bien nous n'avons même pas des fenêtres pour voir dehors? Et finalement,
un indicateur intangible, donc très difficile à mesurer, mais ô combien important, c'est ce qu'on appelle la culture d'entreprise. Imaginez la culture comme une musique de fond qui joue dans la salle. Est-ce que cette musique vous motive et va chercher le meilleur de vous-même, ou bien est-elle plutôt dérangeante et vous rend plutôt angoissé, ou parfois même un sentiment de culpabilité? C'est ça la culture d'entreprise. Ce sont les décisions que collectivement l'entreprise va prendre pour vous montrer qui elle est. Donc, je récapitule. À l'échelle de l'individu, ça prend de la connaissance comme matière première, de l'imagination pour transformer ces connaissances vers quelque chose de nouveau. Et finalement, ça prend la bonne posture mentale, c'est ce qu'on appelle le bon mindset, afin de faire face aux défis en route vers ces objectifs. Dans les facteurs externes, nous avons besoin de ressources, des coachs, des laboratoires, etc. Un environnement physique qui soit inspirant et finalement, cette musique de fond qui vous donne le goût d'explorer, c'est ce qu'on appelle la culture d'innovation.